Alors, aujourd'hui, on va parler des polynômes d'Hermite. Les polynômes d'Hermite dans le cadre de l'épreuve de 2019 d'agrégation interne, au moins, voilà, la première partie. Le problème était un problème sympathique, un problème, bon, ça reste un problème de concours, hein, mais quand même sympathique, c'est pas un oxymore. Euh, à peu près ce qu'on peut attendre quand on est préparateur, c'est-à-dire un problème qui, à la fois, est capable de sélectionner des candidats qui ont des capacités en mathématiques, mais aussi, surtout, qui ont travaillé pendant l'année. Voilà, donc ça cible bien le programme. Bon, c'est assez satisfaisant pour un préparateur de voir qu'il existe des problèmes comme ça. Les polynômes d'Hermite font partie d'une grande famille, c'est les polynômes orthogonaux, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir une mesure à densité positive, on va avoir des polynômes orthogonaux dans R de x. Voilà. Et le problème, la partie 1, est assez typique, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire cette partie 1, c'est que ça balaye bien, pas tout, mais ça balaye bien tout le tralala qu'il y a sur les polynômes orthogonaux, alors qu'on peut après décliner en polynôme de Legendre, de Chebyshev ou quoi que ce soit, mais en tout cas, parce que ça va être toujours les mêmes techniques. Donc ça vaut le coup quand même de regarder ça. Bon, alors regardons. Je ne vais pas suivre le petit 1, le petit 2, le petit 3 du problème, mais globalement, ceux qui ont le problème sous les yeux, vous allez voir que je le suis globalement. Et puis je vais rajouter aussi des questions intéressantes parce que pour voir un peu en situation à quoi ça sert, hein, ces polynômes orthogonaux, ce qui paraissait pas hyper clair quand on regardait juste la partie 1. Alors, sur R de x, hein, donc on va définir une forme P cube, les P et Q sont dans R de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de P de t, Q de t, exponentielle de moins T2 dt. Donc on a ici notre mesure à densité positive, ici, et là, ça va faire que il faut montrer que c'est une forme bilinéaire, symétrique. Bon, évidemment, il faut montrer que c'est bien défini, hein. Le bien défini est souvent 90% du problème. Bon, alors donc, alors binaire, ça posera de problème à personne, symétrique non plus. Bien défini, regardez, hein, surtout. Ici, P, en plus l'infini et en moins l'infini, P de t, Q de t, en valeur absolue, va être équivalent à une espèce de t, valeur absolue de t puissance n, et on va avoir exponentielle de moins t2. Donc c'est lui qu'il va falloir regarder. Et puis on fait de la convergence comparée, ici, ça c'est plus petit en plus ou moins l'infini que exponentielle de moins valeur absolue de t. Alors comment le montrer? On multiplie par exponentielle de valeur absolue de t des deux côtés, et on a quelque chose qui va évidemment tendre vers 0, c'est la croissance comparée. On pourrait le faire en plus l'infini et en moins l'infini. À la limite, je conseillerais de le faire comme ça, c'est peut-être plus prudent, mais là, je le fais en un seul coup, en plus ou moins l'infini avec la valeur absolue. Bon. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est l'existence d'une base de R de x, QI, telle que Q0, etc., Qn, engendre Rn de x. D'accord? Rn de x, c'est l'espace des polynômes de 2 inférieur ou égal à n, pour tout n, et orthogonale pour cette forme. Ah oui, alors j'ai oublié de dire que c'était aussi une forme définie positive. Alors, définie positive, alors d'abord positive, ça pose pas de problème parce que l'intégrale de P2 de t dt exponentielle de moins t2 dt, ça va être positif. Si c'est nul, étant donné donc il y a un petit argument de continuité qui va nous dire que ça veut dire que P au carré est nul, et donc que P est nul, mais il ne faut pas oublier cet argument de continuité, hein, qui est essentiel et qui est certainement attendu de pied ferme par les correcteurs. Allons-y ici pour
pour cette base, ben oui, il faut rappeler que l'on a une situation de type Gram-Schmidt, mais je ne pense pas que ici, Gram-Schmidt soit le sésame qui permette d'avoir tous les points. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin que dire Gram-Schmidt. Au moins, si vous dites Gram-Schmidt, rappelez bien qu'on est dans un espace euclidien, disons un espace pré-hilbertien, on va dire, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on a une forme définie positive. Donc déjà, ça c'est le minimum si vous voulez convaincre que Gram-Schmidt va marcher. Parce que Gram-Schmidt ne marche que dans cette situation-là. Voilà. Sinon, pour aller plus loin dans Gram-Schmidt, ben, il faut partir de la base canonique des polynômes, donc les monômes unitaires, 1, x, x2, x3, xk, et puis construire, regardez, alors bon, je mets un dièse parce que c'est pas encore Q, parce qu'après il faut que ce soit unitaire, donc il n'est pas, si, oui, c'est à peu près clair que là ça va être unitaire. Bon, oui, donc je pourrais directement, mais généralement on nous demande une normalisation, et c'est bien d'avoir une étape intermédiaire. Donc QK dièse, alors regardez, dans Gram-Schmidt, ce qu'on fait, on part de la base de référence, mais il y a un contre-pied. On ne va pas écrire la nouvelle base en fonction de l'ancienne. En fait, si vous regardez bien, c'est l'ancienne qu'on écrit en fonction de la nouvelle. Et qu'on construit par récurrence. Et qu'on construit donc par récurrence et donc de façon triangulaire supérieure. On a une matrice de passage qui est triangulaire supérieure de l'une à l'autre et donc de l'autre à l'une. Et regardez, vous mettez xk moins somme de j égale 0 à k-1 de, alors, xk qj dièse, qui a été construit par récurrence, sur qj dièse, donc ça, je vais en parler plus tard. Ce dénominateur, quand même, les dénominateurs, il faut les regarder toujours avec un œil sceptique, et fois qj dièse. Alors, il faut bien expliquer que par récurrence, ce qu'on va obtenir est une partie libre. Q0 dièse, Q1 dièse, jusqu'à QK dièse, ça va être une partie libre. Donc en particulier des éléments non nuls. Ce qui va faire que par récurrence, on va pouvoir définir ça comme non nul et le mettre au dénominateur. Voilà, ça c'est important. Ensuite, c'est simple. Il faut l'initialiser à Q0 dièse égale 1, donc c'est-à-dire le premier élément de la base de référence, ici qui est la base canonique des polynômes. Et maintenant, il faut montrer, pour montrer que c'est orthogonal, eh bien, prendre i inférieur à k. Il suffit de montrer que pour tout i par symétrie, que pour tout i strictement inférieur à k, qk dièse, qi dièse est égal à 0. Et oui, regardez, quand vous multipliez par qi dièse, là vous avez xk qi dièse moins. Et là, comme par récurrence, vous avez construit quelque chose d'orthogonal, ben, tous les qj dièse, qj dièse, qi dièse vont être nuls, sauf pour j égale i. Ce qui va faire que ici, vous allez avoir qi dièse, divisé par qi dièse, ce qui va se simplifier, fois xk qi dièse, puisqu'on est au terme j égale i, qui lui va s'éliminer avec celui-ci, et ça va faire 0. Donc, vous obtenez bien une base et qui va être orthogonale. Et maintenant, il faut que ça engendre Rn de x. Ben oui, puisque par récurrence, on a une matrice de changement de base entre x puissance 0 jusqu'à xn et q0 jusqu'à qn, qui a que des 1 sur la diagonale et qui est triangulaire supérieure. Donc, on va avoir justement cette partie libre. Donc, regardez bien les arguments. Il y a un argument un peu calculatoire à photographier et un autre argument qui est de dire, bah oui, ça va être une partie libre. C'est ce qui va nous permettre justement par récurrence de diviser par ça et aussi de dire que cette partie libre s'écrit de façon triangulaire et inversible par rapport à
à la partie libre de canonique, base canonique de Rn de x, et donc on va avoir un engendrement aussi de Rn de x. Voilà, ça fait quand même pas mal de choses et on n'en était qu'à la question 2. Hein. Et je pense qu'il aurait peut-être fallu que le problème soit clair sur ce qu'on attend. Est-ce que, dans une question 2, est-ce que Gram-Schmidt est attendu juste ou s'il faut aller plus loin? En tout cas, bien connaître Gram-Schmidt et le contexte de Gram-Schmidt, c'est-à-dire défini positif. Bon, alors maintenant, ça y est, on définit les polynômes d'Hermite. Hn de x, c'est l'exponentielle de x2 fois exponentielle de moins x2 dérivé n fois. Et effectivement, ça, à chaque fois que vous allez dériver, vous allez avoir exponentielle de moins x2 fois un polynôme, et avec l'élimination, on va bien tomber sur un polynôme. Donc c'est bien défini dans l'espace des polynômes. Alors, donc, voilà, hein, on commence avec les petites sommations d'usage. Quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout dans les polynômes orthogonaux, ce genre de formule. Hn plus 1 est égal à moins 2x, Hn plus H'n, comme fonction de x, hein, évidemment. Bon, bah oui, ça c'est presque évident, parce que vous regardez Hn plus 1, c'est égal à exponentielle de x2 fois exponentielle de moins x2 dérivée n plus une fois. Donc, dérivé n fois, puis prime, d'accord? Mais quand vous dérivez n fois, bah, c'est exponentielle de moins x2 fois Hn, d'après cette même formule, donc le prime reste, et donc vous n'avez plus qu'à développer le produit, et puis à développer exponentielle de x2 ici, et vous tombez là-dessus très facilement. Ensuite, bon, bah, des petites choses, H0, bah, c'est forcément 1, d'après ça, et ensuite, par récurrence, grâce à cette formule, vous allez voir que Hn est de degré n et que le coefficient principal, c'est moins 2 ici, puissance n. On peut même voir la parité, d'ailleurs il le demandait, c'est très facile à partir de cette formule, de voir que Hn est pair, si n est pair, et Hn est impair, si n est impair. Donc Hn est de même parité que n. C'était vraiment des choses vraiment très, très simples. Hein. Quand on prend une fonction paire, en multipliant par x, ça devient une fonction impaire. Quand on dérive une fonction paire, ça devient une fonction impaire, et inversement. Bon, c'est des choses assez classiques qu'on mettait dans cette formule, et on avait la parité. C'est HM, alors ça c'est important, il faut montrer qu'ils sont orthogonaux. Alors là, bon, il y a eu plusieurs méthodes, mais HM, HN, d'après ça, c'est un HM phi n de t dt, hein, tout ça c'est des fonctions de t dt, entre moins l'infini plus l'infini, ou phi m, ça va être la dérivée m de exponentielle de moins t2. Et là, bon, bah, on pense tout de suite à une intégration par partie. Le tout, c'est de fixer, par exemple, m strictement plus petit que n, et il faut montrer que ça, c'est égal à 0. Il suffit de se ramener à ça par symétrie de la forme bilinéaire. Et comment on va faire? L'idée, c'est de dériver, de faire une intégration par partie, de dériver jusqu'à ce qu'on ait 0 ici, tellement de fois qu'on a 0 ici, et que ici, du coup, il ne restera plus que les termes intégrés. Alors, donc, qu'est-ce que ça nous donne? Commençons à faire une dérivation par partie une première fois. Donc, n'oubliez pas de rappeler toujours les conditions C1 de l'intégration par partie. Et HM, ici, on va avoir HM, donc on garde. Ici, quand on intègre, ça va faire phi n-1. Bon, là, c'est plutôt n. Et là, n. Voilà. Phi n-1, entre moins l'infini et plus l'infini, moins intégrale de moins l'infini à plus l'infini de H'm, phi n-1, bon, dt, hein, évidemment. Et donc, par récurrence, ça ne pose pas de problème. On va avoir moins 1 puissance k ici, hk, hm dérivé k fois, phi n moins k moins 1. On le voit bien déjà pour k égale 0. Hein. On va avoir ça, ça, ça. Voilà. L'alternance de signes vient de là.
Et puis, on va de k égale 0 à m, parce qu'après, bah, les dérivés km de m vont être nuls. Bon, voilà. Donc, on va s'arrêter là, hein, dans l'intégration par partie. Et maintenant, il faut prendre ça entre moins l'infini et plus l'infini. Et on ressort l'argument de la croissance comparée pour voir que tous les termes sont nuls. Il y a un nombre fini de termes nuls. Donc, ça fait 0. Voilà. Et donc, on a des polynômes orthogonaux. Alors là, on arrive à la question 5, qui est naturelle. Hein. Est-ce que Hn est collinéaire à Qn? Effectivement, on avait construit une base échelonnée orthogonale avec des Qn unitaires. Et là, on tombe sur une base échelonnée orthogonale, hein, pour les degrés, échelonnée pour les degrés. Alors, bah, oui, il est naturel de se poser la question comme ça, collinéaire. Bah, l'idée est de penser en termes d'orthogonalité, évidemment. Donc on a le sous-espace de Rn de x, hein, on regarde comme sous-espace de Rn de x, engendré par les hi de 0 à n-1. Donc ça, comme c'est échelonné, comme les hi sont échelonnés, c'est le sous-espace Rn-1 de x, de Rn de x, mais c'est pareil pour la même raison, hein, les mêmes causes ont les mêmes effets, pour les qi. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le sous-espace engendré par Hn, eh ben, c'est l'orthogonale pour la forme qu'on a construite ici de ce sous-espace. D'accord? Bah oui. Mais c'est aussi Qn, ce sous-espace. Hein, Qn est aussi cette orthogonale, pour les mêmes raisons, dans Rn de x, ce qui va faire que cette droite-là est égale à cette droite-là, donc ils sont bien collinéaires. Donc voilà, bon, ça c'était assez naturel, hein, je pense, d'utiliser l'orthogonalité, hein, et la dimension de l'orthogonale. Ensuite, il y avait une sixième question avec montrer que H'N est proportionnel à Hn-1. Et de trouver ensuite alpha n, hein, cette constante de proportionnalité. Alors ça, une fois qu'on sait que c'est proportionnel, c'est facile de mettre moins 2n. Donc je remercie le concepteur du problème, hein, d'avoir fait ça en deux temps, parce que s'il avait mis directement moins 2n Hn-1, ça aurait été peut-être un petit peu difficile à imaginer, hein. Mais en disant montrer que c'est proportionnel, on se doute de comment on va faire. Bien, on va prendre H'N. Bon, voilà ce que je propose. Hein. H'N, ben forcément, il est de degré inférieur ou égal à n-1, il est même de degré égal à n-1, donc il est dans ce sous-espace. Donc il se décompose dans la base des hk pour k allant de 0 à n-1. Et ce qu'on nous demande, c'est de montrer que tous les autres coefficients sont nuls, à part pour n-1. Donc c'est facile de calculer les coefficients. Il suffit de regarder bon, et de normaliser évidemment, parce que ça c'est pas normalisé, mais il suffit de montrer que H'N Hk est égal à 0. Si j'arrive à montrer ça, alors ça veut dire que les composantes en Hk pour k strictement plus petit que n-1 vont être nulles. Voilà. Donc il suffit de montrer ça. Alors attention, hein, je n'ai pas dit que ça c'était le coefficient. Il faut diviser par HK pour avoir le coefficient, mais bon, si c'est nul, alors le coefficient est nul. Bah oui, donc on ressort cette vieille formule qu'on avait montrée en 3, H'N égale Hn plus 1 plus 2x Hn, d'accord? Pour dire que maintenant, quand on va faire HK scalaire H'N, eh ben ça va faire HK Hn plus 1. Donc ça, c'est clair que ça fait 0 parce que k, il est différent de n plus 1 et on a une base orthogonale. Maintenant, on a une petite difficulté avec le produit de xHn et de hk. Alors pour cela, on va regarder hn fois, au lieu de regarder xhn fois hk, on va regarder hn fois xhk. Maintenant, xhk, il est encore une fois dans le sous-espace des polynômes de degré inférieur ou égal à n-1. D'accord? Parce que k est strictement plus petit que n-1, donc quand on multiplie par x, on reste inférieur à n-1 en degré. Voilà. Et donc, il va s'écrire
dans la base des HI, I de 0 à n-1, qui est orthogonale à Hn. Donc, cette intégrale de moins l'infini à plus l'infini va bien sûr être forcément nulle comme somme finie de choses nulles, quoi. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a montré? Que HK, H'N est égal à 0, parce que scalaire lui et scalaire lui, ça fait 0. Et donc que la composante en HK, pour k strictement plus petit que n-1, de H'N est égale à 0. Donc il ne reste plus que H'N égale à un certain alpha n de Hn-1. Mais maintenant, vous voyez que le problème, essayez de... Il ne nous demande pas de calculer les HI, il ne nous demande pas de montrer des formules compliquées. Et maintenant, le alpha n, il est facile à connaître parce qu'on avait vu que le coefficient dominant de Hn, ici, c'était moins 2 puissance n. Donc on va avoir n fois, parce que c'est le degré n, donc n fois moins 2 puissance n égale à alpha n fois moins 2 puissance n-1, ce qui va nous faire alpha n égale moins 2n. Dans un deuxième temps, c'est très facile d'aller cueillir alpha n. Voilà. Et là, on se mettait à avoir des questions très faciles, hein, où il suffisait de faire une combinatoire des formules obtenues pour obtenir ce qu'on voulait. Hein. Vraiment, il n'y avait rien, juste un tout petit peu de système D de base, hein, de la combinaison linéaire. Hein. Hn, il faut montrer que c'est solution, c'est une fonction solution de y seconde moins 2xy' plus 2ny. Donc vous voyez, ça aussi c'est classique dans les polynômes orthogonaux, qui soient solutions comme ça d'une famille comme ça d'équations différentielles. Alors ici, on a H'N. Alors pour le montrer, ben, on calcule, on part de cette formule qu'on avait obtenue, H'N égale Hn plus 1 plus 2xHn, qu'on redérive ici. Alors on écrit ça, et H'N plus 1, ben, on dégaine la formule qu'on avait obtenue ici, mais pour n plus 1. Donc on va avoir moins 2 facteur de n plus 1 Hn. Et là, ça se simplifie ici, il ne reste plus que moins 2n Hn, plus 2x H'N, ici. Et puis après, bah, il n'y a plus qu'à faire cette combinaison linéaire. Y seconde, là, donc ici, moins 2xy', donc ici. On multiplie donc par moins 2x. Et déjà, on voit qu'on va obtenir ça. Donc finalement, ceci, qui va bien faire 0. Et avec le moins 2x de ce qui reste, moins 2x fois ça, plus 2x fois ça, d'après cette formule multipliée par moins 2x, ça fait bien 0. Bon, c'est vraiment du petit bricolage, c'est rien du tout. Hein. Bon, donc on trouve ça. Ensuite, le 8, où on nous demandait de montrer que Hn plus 1 plus 2x Hn plus 2n Hn-1 égale 0, ça aussi, c'était pas grand-chose. Le tout, c'est de savoir quelle formule utiliser. H'N égale moins 2n Hn-1, encore une fois. Et H'N égale Hn plus 1 plus 2x Hn. Donc, si on fait une combinaison des deux, c'est immédiat qu'on obtient ça. D'accord. Et ça, c'était les formules qu'on obtenait ici, je crois, en 6 et ici en 3. C'était à partir de 9 qu'on nous demandait la parité. Alors oui, effectivement, on pouvait le faire avant, la parité, mais ici, la parité devient vraiment évidente. Voilà. Et après, on attaquait le dur. C'est-à-dire, le dur, c'était la question 10. Alors maintenant, la 10e question de la première partie, elle n'était pas facile. Surtout, posée à brûle-pourpoint comme ça, sans indication particulière. Montrer que Hn possède n racines réelles distinctes, donc alpha 1, alpha 2, alpha n, bon, réelles, hein, donc ordonnées. Hein. Bon, là, c'était pas évident, même si c'est tout de même un classique dans les polynômes orthogonaux. Bon, et qu'on pouvait trouver, par exemple, hein, dans Carnet de voyage en Analystant, c'est fait dans le cadre d'une autre famille de polynômes orthogonaux, mais qu'on peut appliquer, c'est toujours la même méthode, on peut appliquer à n'importe quelle famille, hein, et ici au polynôme d'Hermite. Alors, regardez la méthode. L'idée,
quand même était pas évidente quand même, hein. Bon, sauf si on l'a déjà vu quelque part. On va poser f indice n, le produit des x moins alpha i, où les alpha i, cette fois-ci, attention, ce sont les racines de hn à multiplicité impaire. Voilà. Et je vais regarder le produit hn fn, produit scalaire. Donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de hn fn, exponentielle de moins t2 dt, et j'affirme que c'est différent de 0. Alors pourquoi? Eh bien, étant donné, donc hn, ça va être un produit hein, de polynôme irréductible sur R. Donc comme c'est un produit de polynômes irréductibles sur R, il va y avoir les polynômes irréductibles de degré 2, sans racine, donc qui ne vont pas changer de signe, puisqu'ils vont être toujours de même signe, puisqu'ils n'ont pas de racine, entre moins l'infini plus l'infini. Et il va y avoir les polynômes de degré 1, x moins alpha i, alors soit avec une puissance paire, dans ce cas-là, ça ne va pas changer de signe non plus, soit une puissance impaire, mais dans ce cas-là, en multipliant par fn, on va retrouver une puissance paire. Donc globalement, hn fn, qui n'est pas forcément positif, c'est positif ou négatif, hein, selon le coefficient, selon la parité de n, eh bien ça va être toujours de même signe. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Parce que, donc, on reprend, dans la décomposition de HNFN, soit il va y avoir des polynômes, dans la décomposition aux polynômes irréductibles sur R, hein, soit il va y avoir des polynômes de degré 2 à discriminant négatif. Dans ce cas-là, eh ben, ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement de signe. Soit alors il y a des polynômes de degré 1, mais dans ce cas-là, on a fait en sorte que toutes les racines ici sont paires. Voilà, sont de multiplicité paire. Donc ça ne change pas de signe, et comme ça garde toujours le même signe, eh ben, si c'était nul, alors ça voudrait dire que la fonction, qui est continue, toujours l'argument de continuité, est nulle. Et ça, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, ces fonctions ne sont pas nulles, c'est clair. Eh bien, donc c'est différent de 0. Mais si c'est différent de 0, ça veut dire que fn n'est pas orthogonal à hn. Bien. Mais le degré de fn, étant donné qu'on est allé chercher les racines parmi les racines de hn, forcément le degré de fn, c'est k qui est plus petit ou égal à n, hein, le degré de hn. Ça c'est k, et ça c'est n. Voilà. Donc, si on avait k strictement inférieur à n, alors fn serait dans l'orthogonale de hn. Il se décomposerait en h indice j pour j strictement plus petit que n, et ça c'est l'orthogonale de hn. Et là on aurait 0. Donc on peut en déduire que le degré de fn est égal à hn, donc k est égal à n, et comme k est égal à n, ça veut dire que hn possède n racines réelles distinctes. Bon, on va ensuite continuer à parler des polynômes d'Hermite, mais en dehors, hein, off record, et en dehors de l'épreuve. Parce que il y avait presque tous les classiques sur les polynômes orthogonaux, sauf quand même un qui est non négligeable et qui serait intéressant de regarder en face. Alors, on a fait le tour des questions qu'il y avait dans cette partie 1 de l'épreuve 2 de 2019. Sur les polynômes d'Hermite. Mais on n'a pas fait le tour de toutes les questions classiques qu'on pourrait poser sur les polynômes d'Hermite et plus généralement sur les polynômes orthogonaux. On va essayer d'en regarder deux auxquelles on a échappé. Une question va porter sur l'entrelacement des racines, l'autre question sur ce qu'on appelle la quadrature de Gauss, qui est un grand classique. Alors, d'abord, faisons un petit résumé de ce qu'on a vu. On est sur l'espace des polynômes R de x. On
on y met un produit scalaire ici par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de P de t, Q de t, exponentielle de moins t2 dt, qui va être une forme, évidemment, euclidienne. Et à partir de la base canonique des polynômes, on va avoir une base orthonormale par un procédé de Gram-Schmidt, parce que tout est basé sur le fait que ça, c'est bien défini positif. Bien. On obtient donc une famille de polynômes orthogonaux qui, ça va être unique à scalaire près, hein. Mais surtout, Hn. Là, les Hn qui étaient dans ce problème, ce sont les polynômes d'Hermite, qu'on peut retrouver sous d'autres avatars avec d'autres coefficients dominants, évidemment, hein. Mais là, Hn est de degré n, ça forme une base orthogonale de R de x. On avait montré que H'N est égal à moins 2n Hn-1. Le coefficient dominant de Hn, c'est moins 2, le tout puissance n. Et on avait vu la question quand même la moins élémentaire, c'était que Hn possède exactement n racines réelles, qu'on ordonne comme ça, qu'on va appeler alpha 1 n, avec un espèce d'indice supérieur comme ceci, jusqu'à alpha n n. Donc Hn est scindé sur R et scindé simple. Voilà. On veut montrer que maintenant les racines sont entrelacées. C'est-à-dire qu'il y a un entrelacement entre les racines de Hn, d'accord, ici, et les racines ici de Hn-1. Voilà. Bon, c'est très simple à partir de ça, c'est finalement un théorème de Rolle. Donc, remarquez que d'après cette égalité, vous avez H'N, quand on l'applique aux racines de Hn-1, qui sont notées comme ça, hein, pour J allant de 1 à n-1, eh bien, d'après cette égalité, ça va faire 0. Voilà. Donc, quand on va faire le tableau de variation, donc là, on est dans le cas particulier où n est impair, et on fait pareil si n est pair. Regardez, si n est impair, eh bien, quel est le comportement en moins l'infini de H'N? Ben, H'N, ça va être moins 2n, donc il est du signe opposé à Hn-1. N-1, ben, il est pair, N-1 est pair, donc ici, c'est positif. Comme le degré est pair, on va avoir du plus l'infini, mais avec le moins, ça fait moins. Donc ici, vous avez un moins. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, le tout, c'est de voir qu'on a une alternance de signes. Mais bon, on est dans le cas n impair, et donc on a moins. Ici, on a 0, d'accord? Donc H'N s'annule ici. Il va avoir exactement n-1 racine distincte, d'accord? On a les 0, et donc on va avoir une alternance de signes ici, parce que voilà, c'est scindé simple. Donc maintenant, vous voyez que on va avoir des intervalles, n intervalles, et forcément, il y a pour Hn au plus un 0 dans chaque intervalle ici. Dans les n intervalles qu'il y a ici, hein, il va y avoir au plus un 0. Mais comme on sait que on a balayé de moins l'infini à plus l'infini et qu'il y a exactement n racines, eh bien, il y a exactement une racine par intervalle. Voilà. Donc ici, vous allez avoir une racine ici, une racine ici, une racine ici, etc., une racine ici, et vous avez les n racines. Et donc, vous voyez bien que vous avez un entrelacement des racines, hein. Vous allez avoir un alpha 1 n strictement plus petit que alpha 1 n-1, strictement plus petit que alpha 2 n, etc., etc. Jusque-là. Voilà. C'est l'entrelacement des racines, quelque chose qui va marcher très souvent avec les polynômes orthogonaux. Alors maintenant, une thématique plus intéressante, on va aller se promener du côté de la quadrature de Gauss, hein. On va se promener un peu avec Gauss et ses idées pour calculer, hein, des aires. Donc l'idée de quadrature, c'est quoi? C'est comme pour la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'on va remplacer l'aire de quelque chose de courbe
par l'aire de quelque chose qui est plutôt carré ou rectangle, hein, d'accord? C'est ça une quadrature. Bon, et vraiment, vous allez voir, c'est intéressant parce que ça va vouloir dire que pour calculer une intégrale, il va, bon, avec certaines approximations, après, bien sûr, il y a toujours la mesure de l'erreur, mais il suffira d'évaluer. Intégrer, c'est évaluer. Bon, et admettre qu'on a fait des erreurs, évidemment, mais c'est quand même fort de café, quoi, hein, bon. Alors allons-y. Partons, donc je vais oublier un petit moment les polynômes d'Hermite, ils arriveront dans un deuxième temps. Maintenant, je vais partir juste de n réels, hein, qui seront bientôt remplacés par les alphas, les racines des polynômes d'Hermite. On prend n réels distincts, ordonnés, comme ça, hein, et je vais regarder Li, les polynômes interpolateurs de Lagrange associés. Donc c'est le produit pour j différent de i de x moins bêta j sur bêta i moins bêta j. De sorte à ce que Li de bêta j est égal à 0 si j est différent de i, et est égal à 1 si j égale i. Bon, donc là, rien de plus classique. Maintenant, je vais appeler Ev-i l'évaluation en bêta i. Donc c'est une application qui va... Donc je vais le regarder comme élément du dual de Rn-1 de x, d'accord? Et Fi de P, donc c'est P de bêta i pour P, un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1. Voilà. Alors, on sait ou on ne sait pas, mais c'est facile de voir que ça, c'est la base duale des Li. Alors, ce qui est intéressant tout de même dans cette histoire de base duale, c'est que la dualité est facile à prouver, parce que évaluer I, Fi en Lj, ben, on vient de voir que ça donnait delta Ij, le Kronecker. Et ça implique forcément que cette famille et cette famille sont des bases respectives ben, du dual de Rn-1 de x et de Rn-1 de x. C'est très facile à montrer que c'est une partie libre et qu'il y a le bon nombre. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, dès que j'ai une forme linéaire sur Rn-1 de x, ben, elle va se décomposer dans la base. Là, j'ai rien dit, il y a des coordonnées lambda j. Bon, maintenant, ce que j'affirme, c'est que quand j'applique la forme linéaire L à grand L indice I, donc le polynôme interpolateur de Lagrange, ben, je vais avoir une somme des lambda j Fj de Li, mais ça c'est le Kronecker, d'après ce qu'on a vu, et donc ça fait lambda I. Donc ici, vous avez lambda I, qui est exactement L, petit l de Li. Donc ça, ce sont des formules assez classiques dans la dualité. Maintenant, on va choisir pour petit l la forme linéaire qui a un polynôme p de Rn-1 de x associe moins l'infini plus l'infini de p de t exponentielle de moins t2 dt. Dont on a vu hein, dans l'épreuve que c'était bien défini, c'était la première question, donc tout va bien. Donc, on est en train de dire que L de P, c'est égal à une somme de J égale 1 à N, de lambda J P de bêta J, d'accord? Puisque ici, j'évalue en P, et Fj de P, c'est P de bêta J par définition. Voilà. Alors, regardez, ben oui, on est arrivé ici à l'idée de quadrature. C'est-à-dire que ici, on a une intégrale, on veut calculer, on veut mesurer une surface, on veut mesurer quelque chose, on a une mesure qui nous demande ben, des calculs savants quand même. Et là, on a finalement des rectangles, en quelque sorte, une somme de rectangles, hein, d'accord? Avec ça, c'est une hauteur, et ça, on peut le voir comme une largeur. Donc attention, pour l'instant, on ne sait pas que lambda j est strictement positif, on le verra dans le cas des polynômes d'Hermite. Donc voilà un programme qui est merveilleux, mais il y a un hic. Le hic, c'est que on peut calculer une intégrale, mais finalement, cette intégrale, ici, on va la calculer pour des polynômes assez restreints, hein,
il faut qu'on reste dans le cadre de Rn-1 de x. Vous allez me dire les lambda j, les lambda j, ça va être des nombres qu'on va trouver dans les abacs, en quelque sorte. Hein. Il suffit de les calculer. Hein. Il suffit de les calculer pour les LI. Et après, on a ça. Donc, voilà, en gros, pour l'instant, on a une méthode de quadrature qui est expliquée ici. À gauche, on a une intégrale. À droite, on a finalement des rectangles. Et donc, des multiplications, des choses faciles à calculer. Et on va essayer maintenant d'améliorer le processus, et c'est là où les polynômes orthogonaux entrent en scène. Alors maintenant, on va vraiment attaquer les polynômes d'Hermite avec les n racines distinctes. Maintenant, les LI, c'est les polynômes de Lagrange associés à ces racines. C'est-à-dire que LI de alpha j égale delta ij. Bon. On a toujours la forme linéaire L, petit l, hein, qui est définie. Alors on va la définir maintenant sur R de x en général, hein, parce que ça peut être défini sur R de x. Donc L de P, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de P de t exponentielle de moins T2 dt. Et on a vu, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, L de P, en appliquant tout simplement pour ces racines-là particulières, L de P est égal à la somme de j égale 1 à n de lambda j, P de alpha j, où lambda j, ça va être des poids, hein, ça va être les petits l de grand L indice j. Voilà. Donc c'est la méthode de quadrature de Gauss, mais dont on se désolait qu'elle était valable dans quelque chose de très restreint, c'est-à-dire il faut prendre P dans Rn-1 de x. Eh bien, la bonne nouvelle, voilà le théorème, c'est que cette formule est valable pour P dans R2n-1 de x. Donc elle dédouble son champ de validation. C'est énorme. Hein, c'est vraiment énorme. Et c'est là la grande force de ces endroits. C'est-à-dire que pour trouver une intégrale, en gros, on va devoir évaluer. Donc intégrer, c'est évaluer, avec une erreur évidemment, hein, je suis d'accord, en général. Mais ici, on n'évalue pas n'importe où. La courbe a ses chakras, en quelque sorte, hein, des endroits particuliers sur lesquels Dr Gauss il sait prendre la température et calculer l'intégrale. Extraordinaire. Bon, eh bien, allons-y pour la preuve. Donc, extension du domaine de validité de la formule, hein, ça c'est énorme. Et puis ensuite, on prendra un P, une fonction continue, et puis voilà, super compacte quand même, pour qu'elle se rapproche d'un polynôme, et on voit bien que ça va bien marcher. Alors, ici, vous prenez P dans Rn-1 de x, on a vu que cette formule était valable, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, on prend P quelconque, mais de degré inférieur ou égal à 2n-1. Donc on effectue la division euclidienne de P par Hn, donc on va avoir un quotient Q, qui est de degré inférieur ou égal à n-1, puisque là c'est 2n-1 et là c'est le degré n, et R qui est de degré inférieur à n-1, puisque là c'est le degré n. Donc maintenant, j'écris L de P. L de P c'est une intégrale, ici, là c'est une intégrale, et là c'est une intégrale. L'intégrale ici c'est L de R, évidemment, et là, l'intégrale qu'on va avoir ici, d'après la définition de L de P, ça va être exactement le produit scalaire HNQ. Comme c'est le produit scalaire HNQ, ça fait 0. Pourquoi? Parce que Q, il est dans Rn-1 de x, donc il se décompose dans la base des HI de 0 à n-1, qui sont tous orthogonaux à Hn. Donc ici, on a 0, et là, on a L de R. Et L de R, on est dans le domaine de validité de la formule, puisque R est de degré inférieur ou égal à n-1, donc on peut appliquer la formule. Mais R de alpha j, d'après la division euclidienne, et le fait que les alpha i sont racines des Hn, c'est aussi P de alpha j. Donc vous voyez que L de P égale ça, donc on a encore la même formule. Voilà, ça c'est magnifique. Alors maintenant, vous avez dit que c'est possible, dans ce cadre-là, de montrer que les lambda sont positifs, c'est ce qu'on appelle des poids. Hein. Donc lambda j, pourquoi c'est strictement positif? Il suffit de prendre, pour P, alors c'est une belle astuce, hein, Lj au carré. Parce que maintenant, Lj
comme c'est de degré n-1, d'accord, c'est le nombre de racines moins 1, par 2 points passe une droite, par 3 points passe une parabole, puis on enlève toujours 1, et on a vu dans les LJ dans la définition de LJ que c'était de degré n-1, mais c'est bien de le voir comme ça avec le fait que par 2 points passe une droite, moi ça m'interpelle. Eh bien, LJ carré va être de degré, quoi 2n moins 2. Voilà. Donc, on est dans le domaine de validité de la formule. Maintenant, quand je vais appliquer petit l à li carré, je vais avoir li carré de alpha j, mais comme li de alpha j, c'est 0 ou 1, le carré c'est 0 ou 1 aussi, pareil, c'est exactement la même chose. Donc on va avoir petit l de grand li carré égale lambda i. Ce qui va faire que lambda i, ce sera l'intégrale de li carré, exponentielle de moins t de dt, donc une intégrale d'une fonction non nulle et positive. Donc c'est quelque chose de strictement positif. Et donc lambda j est strictement positif, c'est vraiment très très joli. Voilà, donc maintenant l'idée c'est de partir d'une fonction f continue. On va supposer qu'elle est un support compact, ici un support dans l'intervalle AB, parce que quand même on a un problème ici entre moins l'infini et plus l'infini si on veut appliquer le théorème de Weierstrass. On se donne epsilon positif. On va trouver d'après le théorème de Weierstrass un polynôme P qui va approximer à epsilon près f, et on va supposer que P est de degré n, d'accord? Donc ça c'est le théorème de Weierstrass. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est ça l'idée de Gauss, c'est d'approximer l'intégrale qu'on veut calculer ici, parce que bon, on a un certain nombre d'intégrales à calculer pour des fonctions, on a une mesure à densité, et il faut calculer ces intégrales-là. Eh bien, intégrer, c'est évaluer. Donc ça, c'est vraiment très fort. Alors, on va utiliser pas n'importe quel élément, on va utiliser ici, pour cette mesure-là, on va utiliser les alpha i, qui sont les racines de Hn pour n, ici, le degré de ce polynôme-là qui a approximé f. Voilà. Alors évidemment, pourquoi c'est vrai? On s'en doute, parce que si on appelle ça L de f, L de f va ressembler à L de P, puisque P ressemble à F. L de P, d'après ce qu'on a vu, c'est égal à ça. D'accord? Pour P, ça marche. Et comme P ressemble à F, on peut remplacer ici en disant que ça va ressembler à la somme des lambda i F de alpha i. Voilà, tout simplement, c'est tout bête. Donc on va avoir une bonne approximation. Je vous laisse regarder les détails, mais vous voyez que ça approxime bien, je pense que vous êtes convaincus que ça approxime bien les choses. Et donc, c'est pour ces alpha i là que l'approximation va être la meilleure, parce qu'elle va avoir le plus grand domaine de validité possible. Entre parenthèses, donc regardez, si P est de degré 2n, on a tout de suite un contre-exemple que c'est pas égal, 2n-1 est optimal quand même, parce qu'il suffit de prendre Hn carré. D'accord? Alors L de Hn carré, c'est égal à Hn. Donc ça, c'est différent de 0 parce qu'on a une forme euclidienne. Et pourtant, la somme des lambda i Hn carré de alpha i, comme alpha i c'est racine de Hn, ça fait 0. Donc ici, on a du non-nul. Donc on voit tout de suite que c'est faux dès qu'on sort du domaine de validité. Mais quand même, c'est une bonne approximation. Voilà, c'est la meilleure approximation possible. Et donc, Gauss a trouvé les chakras de la courbe. C'est ça qui est excellent. Alors, tout ça pour dire, ces choses-là, vous allez les trouver dans le livre, je le conseille vraiment, le livre de Michel Schatzman, Calcul numérique. Donc Michel Schatzman, qui était ma collègue à Lyon, qui était quelqu'un qui avait le talent d'expliquer avec
avec une grande intelligence, une grande lucidité, une grande perspicacité, le calcul numérique. Oui, donc je conseille aux gens qui sont pas portés sur le calcul numérique comme j'étais quand j'étais en classe prépa, les gens qui sont plus portés vers des choses plus algébriques où les chemins de la connaissance sont plus éclairés, où il y a moins de calculs qui viennent nous embrouiller, etc., où on aime savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, etc. Donc je conseille fortement le livre de Michel Schatzman, Calcul numérique, surtout à ces gens qui n'aiment pas spécialement le calcul numérique. Voilà, qui pensent que le calcul numérique c'est quelque chose justement qu'il y a le mot calcul et numérique et donc que c'est aux antipodes de la réflexion. Ben non, justement, le livre de Schatzman est vraiment c'est un chemin de lumière, quoi. Ça parle à votre cœur et à votre cerveau.